Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Maud Fontenoy. Bonjour. Faut-il vous présenter? Vous êtes navigatrice, vous êtes ambassadrice auprès du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse pour l'éducation à la mer, avec classe de mer, présidente de la Maud Fontenoy Fondation, ça tombe bien, c'est la vôtre, conférencière et auteur de ce livre, Femmes Océanes, ces héroïnes qui nous embarquent en mer, c'est le sous-titre, c'est au Cherche Midi. Quel a été le point de départ de ce livre? C'était des récits, c'était des photos. Par quoi avez-vous commencé? Comment c'est venu? C'est vrai que j'avais envie de lier mes deux passions, c'est-à-dire à la fois montrer que les femmes ont vraiment leur place et voir un attachement vraiment charnel avec la mer. Donc ce livre, il trace à la fois le lien des femmes et de la mer et le combat pour la préservation de l'environnement. Donc ces femmes, ce sont toutes des pionnières, des premières exploratrices, des premières océanographes, les premières femmes à être parties en expédition au pôle Nord, à avoir plongé dans des bathyscaphes dans le fond des océans. Et à la fois, c'est le lien sur ces femmes qui s'engagent pour ce grand bleu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois comme un lien fort entre la puissance de l'océan presque masculin, une certaine virilité qui les attire. Ces femmes partent toutes à l'aventure, dans des conditions de vie souvent difficiles, et à la fois une poésie qui matche bien avec le tempérament féminin et qui vont dans la préservation de ce qui est finalement l'origine de la vie, parce qu'on sait que la vie est née dans la profondeur des océans il y a 4 milliards d'années. Donc en fait, ces femmes vont préserver ce qui est aujourd'hui le berceau de l'humanité. Sans faire le lacanien la petite semaine, il y a la mer et il y a la mer. C'est absolument ça. Et ces femmes d'ailleurs, et je pense, un des portraits qui m'a moi beaucoup marqué, c'est celui de Sonia de Borodesky. Et en fait, cette femme, et j'ai eu son fils pour faire le portrait, cette femme, elle est mère de 5 enfants, et c'est une femme qui va marquer l'histoire parce qu'elle va se batailler pour changer la loi. Figurez-vous qu'il y avait cette loi Colbert qui, jusqu'en 1963, interdisait aux femmes de monter sur les bateaux, que ce soit les bateaux de guerre, les bateaux de pêche, les bateaux de la marine. Les femmes étaient interdites de bord. La loi Colbert. Ouais. Et Sonia de Borodesky, finalement, va consacrer sa vie jusqu'en janvier 63 pour que cette loi soit abrogée et que les femmes soient enfin officiellement acceptée sur les bateaux. Elle a bataillé ou ça s'est fait facilement? Est-ce que c'était une survivance et tous les députés se sont dit mais c'est absurde, ou est-ce qu'elle a dû batailler contre les bons hommes? Je crois que toutes ces femmes, on montre quand même qu'elles ont toutes combattu. Quand tu commences par Jeanne Barret en 1780, qui se travestit en homme pour être acceptée sur un bateau et qui va faire partie de l'expédition Bougainville, qui va à un moment donné être démasquée, qui va être quand même soutenue par Bougainville. Elle va être la seule à avoir le droit de porter des armes pour pouvoir se défendre, et qui subissait un petit peu les hommes, le mal de mer, les conditions de vie extrêmement difficiles. On ne peut pas dire que ça a été facile pour elle d'intégrer ce milieu de la mer. Et cette femme-là qui va transformer la loi, de Louise Boyd qui part en Antarctique, qui part en expédition et à qui on dit quand elle revient, est-ce que vous vous repoudrez le nez ou est-ce que vous mettez des pantalons? Toutes, en fait, elles ont ce lien quand même d'avoir vécu dans des conditions assez difficiles, voire hostiles, et d'avoir gardé leur enthousiasme, leur énergie, et d'avoir poursuivi le combat malgré les difficultés. À propos d'énergie, dans l'introduction, vous racontez, Maud Fontenoy, que si on avait demandé à votre mère lequel de ses enfants repartirait un jour en mer, elle aurait répondu sans la moindre hésitation, tout le monde sauf Maud. C'est vrai qu'un des points communs... Pour quelle raison et pour quelle raison? Entre toutes ces femmes et moi, on avait toutes le mal de mer. Souvent, ces femmes racontent qu'elles ont le mal de mer. Et c'est vrai que moi, petite, j'avais le mal de mer et je suis quand même celle qui suis partie traverser l'Atlantique Nord à la rame, le Pacifique, le tour du monde. Voilà, j'ai vécu avec mon mal de mer. Ces femmes, elles le racontent bien. La vie, elle est difficile. Il fait froid. Anita Conti nous parle des grands bancs de terre neuve, des icebergs, des pêcheurs, de cette vie rude, de ces hommes qui vont combattre les difficultés, les tempêtes, et qui pourtant prennent du plaisir dans cette difficulté. Je pose la question que tous les auditeurs auditrices doivent se poser en ce moment. Elle l'a toujours, le mal de mer? Vous l'avez toujours? Toujours. Et il disparaît au bout de combien de temps? 5-6 jours, en général, le temps que ton oreille interne s'équilibre. Alors c'est vrai qu'il faut au début prendre son mal en patience, et surtout quand on est en solitaire, il va falloir gérer au mieux, parce qu'il faut quand même soi-même faire les manœuvres. On ne peut pas se dire je reste dans ma banette, j'attends que ça passe. Dans le livre, vous racontez une anecdote, c'est lors de votre seconde traversée du Pacifique à la rame. Le jour du départ, les badauds s'intéressent à votre frère, étant forcément entendu que c'était lui, l'homme, qui allait se lancer. Et puis les journalistes titraient, vous dites, avec ou sans malice s'agissant de vous, c'est un vrai mec. Ou alors, elle en a. Ou alors, elle se débrouille comme un homme. Est-ce que les choses ont évolué?
Alors c'est vrai que on parle là de Jeanne Barré et des autres au 1800. Vous prenez l'exemple de moi qui revient de mes aventures. Finalement, c'est vrai que les femmes ont trouvé leur place. Je raconte pas le Moyen Âge. Je veux dire, c'est voilà, récent. C'est très récent et on parle des femmes aujourd'hui dans le milieu de la navigation, mais finalement, on n'est qu'un tout petit nombre. Aujourd'hui et pendant longtemps, les femmes sur les bateaux, elles ont été interdites, mais elles ont été surtout, elles portaient malheur. Donc il y a eu vraiment une difficulté. Bon, et à la fois, il y avait ce paradoxe parce que les femmes, elles étaient aussi ces proues qui protégeaient les bateaux contre les dieux qui pouvaient engloutir. Et puis il y a à la fois les légendes de Vous n'avez pas répondu à ma question. On ne va pas se mettre à parler de toutes les femmes depuis l'histoire. Est-ce que le machisme ambiant dans la presse d'il y a 20-30 ans a disparu? Ou est-ce qu'il est toujours là? Je pense que il a évolué, mais que c'est pas encore suffisant. Je pense qu'il y a encore une image qui te fait dire que la femme et sa féminité et sa douceur n'est pas du tout à sa place sur un milieu qui peut être brutal, sauvage, voire dangereux. Et que du coup, il y a cette difficulté qui fait dire à certains journalistes qu'on ne peut pas être vraiment tellement femme, féminine et être mère et partir là. Et beaucoup de ces femmes, elles sont mamans. Et elles nous racontent combien elles souffraient parce qu'on disait mais qui s'occupe des enfants ? C'était la fameuse phrase de Laurent Fabius appliquée à Ségolène Royal. Je cite ça de mémoire. Maud Fontenoy est avec nous. On continue de parler des femmes océanes. À tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Le temps que l'eau se pose, c'est pour vous, Maud Fontenoy. On parle de ce livre. Très belle chronique. Femmes océanes. Je ne vais pas le dire parce que je le vois tous les jours. Donc après, je suis obligé de le lire tous les jours si je le dis une fois. Mais je suis d'accord avec vous. Très belle chronique. On a tous envie d'être bizarre. Hein. Dans la langue anglaise, vous écrivez, ça aussi c'est bizarre, que tous les bateaux sont dotés du féminin. On dit she pour un bateau, elle. C'est vrai. Mais ils deviennent neutres lorsqu'ils sont naufragés. C'est vous qui le dites, je ne savais pas du tout. C'est vrai que c'est dans la langue anglaise. Et puis depuis 2002, la loi a changé et maintenant on est censé de dire it pour un bateau. Mais c'est vrai que la tradition est restée souvent dans la langue anglaise, les bateaux sont féminins, j'aime beaucoup cette idée. Pourquoi vous parlez de sirène dans ce livre ? C'est vrai que je parle de la mer et de sa mythologie. Alors, on parle des sirènes parce que forcément, c'est un peu le mythe. Christophe Colomb qui dit qu'en 1493, je crois qu'il en aurait rencontré 3. Enfin, c'est assez étonnant. Je parle de la mythologie, notamment de Charybde bon Scylla. Vous savez, quand on dit tomber de Charybde bon Scylla, et en fait, qui étaient ces déesses qui avaient été condamnées par les dieux pour leur travers féminin et qui, pour se venger, du coup, paraît-il, engloutissait les bateaux dans le détroit de Messine. Et donc, il y a toujours ce lien entre cette féminité et la mer qui a jamais été franchement tout le temps évidente. Je posais la question parce que ce sont surtout des personnages réels. Parmi toutes les inconnues dont vous racontez le destin, il y a Rachel Carson, que vous appelez l'icône écologiste. C'est peut-être la première lanceuse d'alerte, grâce à son livre Silent Spring, qui était sorti en 62. Racontez-nous qui était Rachel Carson. Non, c'est certain que cette Rachel, parmi tant d'autres, elles sont oubliées. Aujourd'hui, cette Rachel, elle était dans la pauvreté, elle a écrit La mer qui nous entoure. Elle était justement sur cette thématique que, en fait, la vie vient de l'océan. Elle était fascinée par la quantité de poissons qui nous nourrissaient, tout ce qui pouvait venir de la mer. Et aujourd'hui, les scientifiques ont vraiment compris combien c'était la marmite de l'humanité. Donc, c'était un lanceur d'alerte. Comme aujourd'hui, les océans, c'est 22 000 médicaments, c'est l'oxygène que l'on respire. Et c'est pour ça qu'Al Gore l'a qualifiée de pionnière de l'écologie moderne, parce qu'elle a été une des premières à mettre en avant le fait que ces 3/4 du globe, qui sont, Thomas Pesquet pourrait vous dire, d'abord ce qu'on voit quand on est depuis l'espace, ce qui fait la plus grande partie de notre planète, qui est avant tout cet océan de bleu, eh bien, on vient de là et aujourd'hui, on va y puiser les solutions pour notre survie. Et donc, cette femme qui était dans l'oubli, dans la pauvreté, finit par faire ses best-sellers et par aujourd'hui, on en parle sur cette radio et ça me fait vraiment plaisir. On le sait pas, je l'ai découvert grâce à vous, c'est que l'inventrice de l'aquarium, c'est une inventrice, c'est une femme, c'est une Française, elle s'appelle Jeanne Villepreux Power, elle est née, peut-être je le prononce à l'anglaise, peut-être il ne faut pas du tout le prononcer comme ça, elle est née en 1794, elle est née en Corrèze. Qui était-elle ? Non, c'est vrai qu'à travers ce livre, et notamment sur cette femme-là qui habitait au bord de la mer et qui récupérait des espèces marines et qui les mettait dans des bacs pour voir s'ils pouvaient survivre et comment ils pouvaient proliférer, à chaque fois, on se rend compte que les femmes ont quand même cette attitude
attirance vers ce grand bleu. Certaines ont suivi leurs époux, d'autres ont suivi leur maître, comme Jeanne Marais, qui était cette naturaliste qui a suivi son maître et qui finalement a pris sa place petit à petit. Je pense à Marie Tarp, qui elle faisait un binôme. Elle a été la première cartographe. Elle a mis en avant la dérive des continents. Et cette femme incroyable, Attendez, je vous interromps parce qu'elle a réussi. Elle a cartographié le fond des océans sans jamais avoir navigué. Elle était, comme toutes les femmes, interdite sur les bateaux. Elle y était pas très à l'aise. Beaucoup de femmes étaient aussi interdites dans les universités. Donc ça n'a jamais été franchement évident. Et alors elle le faisait du coup à bas bruit, comme on me dit dans la marine. Et elle avait un binôme masculin. Et c'est lui qui s'est approprié toutes ces découvertes. Il a fallu attendre 1977 que son binôme malheureusement décède pour qu'enfin elle puisse s'approprier ses propres découvertes et être mise en avant. Donc beaucoup de ces femmes ont fait leurs recherches, ont fait leurs découvertes, toujours un petit peu dans l'ombre. Et elles ont dû attendre bien longtemps pour être mises en avant. Cette Jeanne Marais que je vous citais, cette grande naturaliste qui a été dite femme extraordinaire par Louis XVI, ce n'est qu'il y a une 50aine d'années qu'on commence à la mettre en lumière. Alors, vous racontez des personnages historiques, mais aussi il y a des rencontres que vous avez faites vous-même. Par exemple, cette femme capitaine de frégate. Qui étaient ces femmes ? Qui sont ces femmes et comment les avez-vous choisies ? Alors c'est vrai que comme vous le disiez, on part de 1700 pour en arriver à aujourd'hui et à mon amie Cécile Gaspard en Polynésie, voilà. Et toutes ces femmes qui sont à travers le globe engagées. Donc tu vas avoir des Sylvia Earle aux États-Unis qui sont des grandes femmes scientifiques engagées avec cette fameuse phrase sans bleu il n'y aurait pas de vert. C'est-à-dire que la planète, si tu ne protèges pas tout ce qui fait les océans, eh bien c'est la survie qui est mise en danger. Des femmes qui protègent comme Eugénie Clark qui protège les requins et qui explique que voilà, le jour où tu te retournes et que tu ne vois pas de requins, c'est là où il faut t'inquiéter, parce que justement les requins sont vraiment un lien indispensable entre toutes les espèces. Des femmes aujourd'hui comme Cécile en Polynésie qui s'engagent pour la préservation des tortues qui ont toute leur place et dans ces eaux tellement à préserver et préserver encore aujourd'hui en Polynésie. Donc c'est à travers le monde des femmes qui aujourd'hui en fait finalement sont dans ce sillage-là. Et puis cette marine nationale que vous citiez, une marine nationale qui a toujours été engagée, parce que la marine elle va défendre les aires marines protégées, elle va éviter le pillage des fonds et notamment certaines règles qui ne sont pas respectées. Donc la marine a un rôle vraiment à jouer. Et puis il y a ces femmes dans ces bateaux qui sont de plus en plus acceptées, mais entre la première femme amirale, l'amiral Chantal Desbordes, qui explique que quand elle est rentrée dans la marine, il y avait 200 femmes sur 75 000 marins. Et dans les officiers, elles étaient 10 sur environ, je crois, 3 000. Et donc, tout ça évolue, mais c'est encore assez long. Dans l'édition, il y a beaucoup de femmes, et de plus en plus. C'est une femme qui est votre éditrice ? Oui. C'est un homme ? Non, c'est une femme, Maria. Parce que j'ai remarqué ça, on se faisait la réflexion avec Joy Raffin, qui est la chef de l'émission, Sophie de Closet, qui dirige Flammarion, Isabelle Saporta chez Fayard, Lise Boel chez Plon, Émilie Colombani chez Rivage. Et les choses sont en train de changer, comme vous dites, à bas bruit. C'est vrai, mais c'est une équipe, en l'occurrence, sous Cherche Midi, avec Jean Le Gall et Maria, moi, qui m'a beaucoup aidé sur ce livre. Je pense, moi, et mon combat féministe, il est là. Il est non pas de dire que les hommes vont mieux que les femmes, mais de dire que, et c'est pour ça que je suis partie dans ces premières féminines, c'est parce que, tout simplement, des hommes l'avaient fait et qu'aucune femme ne l'avait tenté. Et je voulais juste montrer que c'était pas qu'une question de gros bras, et c'est ce que ces femmes montrent. C'est plutôt une question, bien sûr, de passion, mais aussi de persévérance, de détermination, de gestion des risques. Et qu'en ça, les femmes ont autant leur place que les hommes, et c'est ce qui m'a permis de réussir mes traversées à la rame et de montrer à beaucoup de femmes que c'était possible d'aller au bout de ses rêves, même quand c'était pas, même quand c'était pas confortable, parce que c'est le lien de ces femmes. À vous. 160 pages ce livre, des photos couleurs magnifiques, imprimées sur du beau papier, et c'est assez rare pour être signalé, 24 €. C'est vrai que c'était important pour moi, qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est beaucoup plus cher. Je vais dire, les prix des beaux livres, ce qu'on appelle les beaux livres, c'est beaucoup plus cher, et il y a plein de romans qui sortent simplement imprimés en noir sur blanc qui sont à 28 ou 29 €. C'est vrai. Là, Jean Le Gall a vraiment fait un effort, et je le remercie, parce que c'est vraiment un très bel objet avec de l'iconographie qu'on a essayé de rechercher, qui se retrouve nulle part ailleurs, et surtout voilà, un hommage
un hommage à ces femmes qui doivent donner peut-être à tout le monde, et aux petites filles, aux petits garçons, l'envie de croire dans leurs rêves et de pas forcément s'enfermer dans un carcan qu'on leur ait donné. Merci beaucoup Maud Fontenoy. Je rappelle Femmes Océanes, ces héroïnes qui nous embarquent en mer. C'est publié au Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue évidemment après les infos de 10h.